L'intelligence émotionnelle et relationnelle sont très liées l'une à l'autre. On peut même vraiment dire que c'est les deux faces d'une même pièce et elles se traduisent par une communication et un travail en équipe qui sont plus efficaces, d'où l'intérêt de maîtriser autant que possible, même si c'est de toute façon quelque chose qu'on va améliorer toute sa vie. Alors, comment est-ce qu'on va parler de cela ensemble? On va organiser notre progression autour de ces 5 axes. Connaissance de soi, gestion de soi, qui sont tous les 2 de l'ordre de l'intelligence émotionnelle et vraiment, reliés à une seule personne, c'est-à-dire à soi-même. Connaissance des autres et gestion des relations, où là, on est dans l'interaction avec une seule personne et donc on est déjà dans le relationnel. Et puis travail en équipe, où là, on est au-delà de 2 personnes, on peut être à 3, 4, 5, et cetera et où là, on est à nouveau évidemment dans le relationnel, mais à plus forte échelle. Donc, avant d'aller dans le détail de chacune de ces parties, on va d'abord se mettre d'accord avec une brève introduction sur ces 3 aspects qui définissent vraiment une émotion. Donc, quelles sont ses caractéristiques, d'où est-ce qu'elles viennent et en quoi ça nous concerne finalement, pourquoi c'est important quand on sera dans un rôle avec une certaine autorité, quelle que soit l'ampleur de cette autorité. Alors, tout d'abord, les caractéristiques d'une émotion. L'émotion, souvent, ça correspond à un moment mémorable. C'est-à-dire que si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé au dîner avant-hier, il y a des chances que vous puissiez me donner une réponse. Mais est-ce qu'elle sera vraiment fiable? Pas nécessairement. Si je vous demande ce que vous avez mangé le jour de votre remise de diplôme, il y a des chances que ce jour-là, vous vous en souveniez. Pourtant, c'était bien avant avant-hier. La différence entre les deux, c'est que le jour où on vous a remis votre diplôme de fin d'études, forcément, c'est quelque chose qui sera gravé dans votre mémoire parce qu'il y a une intensité émotionnelle qui fait que c'est un moment qui restera gravé presque pour toujours. Alors que si avant-hier, vous avez pris un dîner, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'intensité émotionnelle, que c'était un petit peu habituel, rien d'exceptionnel, à ce moment-là, ben, on va l'oublier. À moins de faire vraiment un effort de mémoire très conséquent, mais notre mémoire, elle filtre et elle ne stocke que ce qui est super important à ses yeux. Or, tout ce qui a une intensité émotionnelle forte va être considéré comme important et donc on va s'en souvenir. Alors, parfois, c'est très utile parce que effectivement, on a envie de se souvenir de la naissance d'un petit frère, d'une petite sœur, d'un neveu, d'une nièce. C'est un moment important et qu'on est content d'évoquer. On est fier d'avoir réussi son diplôme et d'avoir ainsi achevé quelque chose dans lequel on s'était très investi. Donc, ça fait partie des souvenirs qui vont sûrement nous réjouir et qu'on sera content de retrouver. Mais à l'inverse, les moments avec une intensité émotionnelle douloureuse, hein, de peine, de tristesse, de frustration, de colère immense, peuvent très bien aussi laisser un impact très fort en nous. Et on va à ce moment-là avoir un biais très négatif par rapport à tout ce qui va être lié à cela. Je vous donne un exemple. Euh, Ma sœur s'appelle Cécile, elle est allée en stage sur un projet qui, a priori, convenait tout à fait sur le papier à ses compétences. Le stage a été très difficile à vivre pour elle parce que son manager était extrêmement désagréable vis-à-vis d'elle et pas vis-à-vis des autres. Et donc, c'est vraiment posé un jour la question de savoir, comment comment est-ce possible que ce soit si compliqué avec Cécile, alors que c'est quelqu'un de très facile à vivre, très joyeuse, plein d'initiatives. Et il s'avérait que ce, ce manager était en train de divorcer, que sa femme s'appelait Cécile, et donc toutes les Céciles du monde étaient juste odieuses pendant ce moment-là. Voilà. Pour vous donner un exemple, ben, les émotions que l'on vit, les émotions dont on
se souvient, elles vont nous marquer, mais dans un sens comme dans l'autre. Et parfois, on a un préjugé très favorable et parfois moins. Donc, attention à nos réactions et autant essayer de garder des mémoires aussi saines et d'être apaisé pour pouvoir ne pas influencer les autres de façon nocive. Le deuxième élément, en termes de caractéristiques, ça sera celui-ci. Regardez, voici un tableau et je vous inviterai à noter un mot qui pourrait décrire l'émotion que décrit ce tableau. Alors, quel est votre mot? Bien souvent, on a tendresse, amour, affection. Et le champ des mots, le champ lexical est souvent assez convergent. On arrive à arriver à quelque chose d'assez proche. Maintenant, si on voit ce tableau-là, écrivez le mot que traduit ce tableau. Là, souvent, quand je demande quel mot ça peut être, j'ai plus de variété. Ça peut être de l'arrogance, de la tristesse, de la déception, de l'indifférence. Et vous voyez que ces 4 mots-là sont déjà très différents l'un avec l'autre et vont appeler une réaction qui va être tout à fait variée. Ce tableau-là, quel est le mot que vous auriez mis pour décrire l'émotion qui transparaît dans ce tableau? Alors pour les uns, c'est peut-être la peur, l'effroi, la panique. Tous ces mots-là sont finalement assez proches. Pour les autres, ça peut être le désespoir, la tristesse, qui seront finalement 2 mots différents du premier groupe. Parfois, c'est l'inconnu, la solitude, la folie. Et à nouveau, on a un champ lexical qui sera très différent et très varié. Je vous donne un dernier exemple. Pour celui-ci, quel serait le mot qui décrit l'émotion de ce tableau pour vous? Et là encore, j'ai souvent beaucoup de variations qui me sont répondues. On peut avoir la réflexion, la contemplation, la méditation, qui sont tous assez proches l'un de l'autre, mais aussi l'arrogance, le mépris, la déception, qui sont totalement différents et plutôt plus négatifs que la pression, le premier groupe, qui serait plutôt positif. Donc, vous voyez qu'à travers ces tableaux que finalement, une émotion, elle n'est pas forcément si facile à identifier. Parce que nous, à partir de ces tableaux, on a à chaque fois fait une supposition, mais qui dit qu'on a supposé de façon juste par rapport à l'intention que le peintre avait. Peut-être que finalement, tous les mots qu'on a choisis ne dépeignent pas absolument le sentiment que le peintre voulait nous faire vivre. Donc, on a toujours cette incertitude. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que aucun de ces tableaux n'avait de mots, aucun de ces tableaux n'était facilement interprétable par une histoire. Et pour autant, chacun des mots qu'on a pu évoquer se réfère à une expérience qu'on a pu vivre. Si je parle de déception, nous pouvons tous avoir vécu une déception et donc on peut se référer à celle-là. Si je parle
d'arrogance, si je parle de mépris, si je parle de réflexion, si je parle d'affection, tous ces mots-là vont faire référence à une expérience que chacun de nous, sur Terre, peut avoir vécue. Alors évidemment, ce ne sera pas la même, mais pour autant, on est tous capables de pouvoir vivre les émotions. Et donc, en soi, ça permet d'avoir une connexion extraordinaire parce que quand je décris une joie, quand je parle d'un amour, forcément, puisque tout le monde dans le monde entier en a vécu un, même si c'est à des intensités différentes, eh bien, on va pouvoir être relié à quelque chose d'important via ces émotions. Donc, les émotions, en termes de caractéristiques, il faut retenir que 1, c'est lié à la mémoire. 2, c'est assez subtil et on est toujours dans l'incertitude avant que la personne puisse le confirmer. Ça reste toujours une interprétation, à moins qu'on vérifie. Et troisièmement, c'est un connecteur universel. Ça permet de pouvoir relier les personnes parce qu'on a tous vécu des choses qui sont, que l'on peut classer dans une émotion ou dans une autre.